De commencer parce que nous avons une matinée fort chargée au niveau de notre commission puisqu'à 10h30 nous avons l'audition du PDG d'EDF, monsieur Luc Rémont. Je sais qu'il y a encore un certain nombre de nos collègues qui vont bien évidemment nous rejoindre. Certains d'entre eux participaient au petit déjeuner de la FNSEA. Nous les avons quittés prématurément, mais je pense qu'ils vont nous rejoindre dans le cours de l'audition. Donc nous auditionnons ce matin madame la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la secrétaire d'État, nous sommes très heureux de vous accueillir, bien évidemment pour la première fois dans le cadre de cette commission, puisque vous avez été tout récemment nommée secrétaire d'État et que juste dans le mandat précédent, enfin non, votre prédécesseur, lui, cumulait à la fois le logement et la politique de la ville. Là, il y a eu une volonté de scinder la politique de la ville rattachée au ministère de l'Intérieur et le logement rattaché à la transition écologique, ministère auquel vous êtes également rattaché. Donc cette audition est diffusée en vidéo, en direct, sur le site internet du Sénat et elle sera disponible ensuite à la demande. Donc vous avez la responsabilité, Madame la Ministre, d'une politique qui est plus que jamais au cœur de l'actualité depuis les émeutes en juin dernier. Une politique dont l'importance ne date cependant pas du mois de juin, car elle a toujours été, depuis la création de ce ministère, au cœur du vivre ensemble au sein des communautés urbaines. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que, dans une certaine mesure, vous incarnez la politique que vous devez mettre en œuvre. Vous êtes né à Marseille, dans une famille nombreuse, issue de l'immigration algérienne. Vous avez vécu dans une cité avant de travailler dans la production audiovisuelle jusqu'à devenir chef d'entreprise. Vous vous êtes ensuite investi en politique, devenant conseillère régionale de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, que je connais bien, puis députée de Marseille en 2022 et enfin ministre depuis le mois de juillet 2023. Vous nous présentez donc ce matin un budget s'inscrivant dans la continuité de la hausse constatée ces dernières années. La dotation du programme 147, qui est le programme dédié à la politique de la ville, est en progression de 6,2% pour 2024, soit 37 millions d'euros de plus. Cette évolution s'explique par la hausse de 35 millions d'euros du versement de l'État à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU. En revanche, l'extension des cités éducatives, budgétée à hauteur de 28 millions d'euros, se réalisera grâce à des économies, notamment au travers de l'arrêt des bataillons de la prévention. En réalité, donc, je perds ma page. Or, ANRU, et compte tenu de l'inflation, les moyens d'intervention de la politique de la ville vont baisser. Cela interpelle tant les années, je le disais en préambule, 2023 et surtout 2024 à venir, en tout cas, apparaissent comme un tournant pour la politique de la ville, et ce au moins sous 4 aspects. Tout d'abord, 2 évolutions majeures sont attendues en 2024. L'entrée en vigueur de la nouvelle géographie prioritaire et la signature en métropole des nouveaux contrats de ville pour la période 2024-2030. Ensuite, le nouveau programme de renouvellement urbain, NPNRU, est désormais dans sa phase opérationnelle avec des décaissements qui s'élèvent à près de 1 milliard d'euros par an. L'État sera-t-il à la hauteur et les besoins de financement de l'ANRU ne risquent-ils pas de phagocyter les moyens de la politique de la ville ? Enfin, Madame la Ministre, la trajectoire budgétaire pour 2024 contraste également avec le caractère exceptionnel des émeutes urbaines que nous avons connues au début de l'été et auxquelles le gouvernement a répondu, en tout cas c'est ce que nous pensons, tardivement par les annonces des 26 et 27 octobre dernier et dont la traduction n'est que partielle dans le budget. Au-delà de la seule réponse budgétaire, notre commission serait très intéressée, avec l'expérience qui est la vôtre, de connaître votre propre analyse des émeutes. Nous souhaiterions également savoir quelle réponse vous apportez à la mise en accusation, je dirais récurrente, de la politique de la ville et du renouvellement urbain à laquelle ces violences ont donné lieu.
Ce serait d'autant plus intéressant pour nous que le comité interministériel des villes, le CIV, qui s'est tenu, je le disais tout récemment, le vendredi 27 octobre, après tout de même 4 reports et plus d'1 an d'attente, a repris nombre de propositions de notre commission. Ainsi, c'est bien notre commission qui a obtenu en CMP de faire figurer dans la loi 3DS, dans un rapport, je le dis de force avec le gouvernement, j'en ai été le rapporteur, la notion de résidence à enjeu de mixité sociale pour éviter la concentration des difficultés. Or, la loi a été publiée il y a plus de 18 mois, que de temps perdu. La publication du décret annoncé par la Première ministre n'est toujours pas effective. Le CIV reprend également nombre des mesures du rapport que nous avons publié avec notre collègue Valérie Létard, qui n'est plus parmi nous, et Viviane Artigalas, que je salue, à l'été 2022. Tel, dans ce rapport, nous soulignons le soutien aux associations, le développement de l'entrepreneuriat ou encore la réforme des conseils citoyens. Mais comme ce rapport contient encore beaucoup d'autres propositions qui mériteraient d'être reprises dans un prochain CIV, et notamment, je pense plus particulièrement à l'entrepreneuriat féminin, je me permets de vous remettre un exemplaire de ce rapport que nous avons fait donc toutes les trois et qui, j'espère, deviendra votre livre de chevet pour que vous puissiez continuer à vous saisir des propositions que nous avons formulées dans ce rapport. Enfin, je relève le souhait du CIV de renforcer le rôle du maire dans l'attribution des logements sociaux que vous proposez de réaliser sous forme de circulaire, ce qui me paraît juridiquement impossible. Je voudrais donc vous signaler, mais vous le savez certainement, que le Sénat a voté dès la reprise de nos travaux parlementaires et transmis à l'Assemblée nationale le 10 octobre dernier une proposition de loi déposée en avril par notre collègue Sophie Primas sur ce sujet et qui pourrait, me semble-t-il, être utilement reprise par le gouvernement. Madame la ministre, vous trouverez donc dans notre commission une force de proposition et d'action s'appuyant sur l'expérience des territoires que nous incarnons dans leur diversité et les sensibilités de chacun des membres de cette commission. Nous avons conscience que la politique de la ville n'est pas une baguette magique, mais doit être le fruit d'une stratégie cohérente, de long terme, qui seule, nous semble-t-il, peut apporter des résultats. Je vous laisse maintenant, Madame la Ministre, présenter votre budget pour 2024, répondre à toute ou partie des questions que je viens de vous poser. Ensuite, je donnerai la parole à notre rapporteur pour avis de la commission, Viviane Artigalas, qui est le rapporteur pour avis de la mission politique de la ville et qui connaît bien évidemment très bien ces sujets. Et ensuite, j'ouvrirai les questions à l'ensemble de nos collègues. Madame la Ministre, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, merci infiniment, Dominique, pour votre accueil. Madame la Présidente, Dominique Estrosi-Sassone, Madame la rapporteure pour avis, Viviane Artigalas, Mesdames et Messieurs les sénateurs. C'est pour moi un honneur d'être auditionnée aujourd'hui et pour la première fois devant votre commission à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2024. Comme vous le savez, le programme 147, politique de la ville, porte les crédits spécifiques dédiés, comme son nom l'indique, à la politique de la ville, que je connais bien, dont j'ai la responsabilité depuis le 20 juillet 2023. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, la priorité est donnée à la stabilisation des crédits locaux, notamment pour permettre le financement de la nouvelle génération des contrats de ville. En 2024, ce sont ainsi 636 millions d'euros qui seront dédiés à la politique de la ville, soit une hausse de près de 40 millions d'euros par rapport à 2023. Elle permettra de financer la généralisation des cités éducatives, vous en avez parlé, la jeunesse et l'éducation étant au cœur de mes préoccupations. Elle permettra également d'augmenter la participation de l'État concernant la rénovation urbaine via l'ANRU. Concernant les bataillons de la prévention, le projet annuel indique la fin de leur financement, comme cela a été prévu lors de la mise en place de ce dispositif. Cependant, au regard des événements du mois de juin dernier, sur lesquels nous reviendrons certainement, il me semble nécessaire de prolonger certains bataillons. J'ai donc obtenu 20 millions d'euros de dégel pour permettre notamment leur financement dès cette année pour l'année 2024. Pour 2025, cette question sera traitée en lien avec la réforme du dispositif des adultes relais que je souhaite porter. Comme vous le savez, le programme 147 ne représente pas la totalité des crédits affectés au quartier politique de la ville et la priorité doit d'ailleurs être donnée à la mobilisation des dispositifs de droit commun.
Mais ces crédits doivent jouer un effet levier et compléter les dispositifs de droit commun afin d'améliorer la territorialisation de nos politiques, de favoriser les synergies, de développer les actions à caractère innovant et les adaptations nécessaires aux spécificités de ces territoires. J'insiste devant vous, il me semble que la mobilisation du droit commun est prioritaire et son évaluation est un véritable enjeu. Je l'avais dit plus haut. Le document de politique transversale DPT Ville, qui accompagne chaque loi de finances, doit normalement jouer ce rôle, mais ses modalités de construction aujourd'hui ne permettent pas d'avoir une vue précise à la maille de chaque quartier. L'amélioration de l'évaluation de ces crédits est un travail que je mène avec l'ensemble des membres du gouvernement. Le Parlement a par ailleurs, selon moi, un rôle important à jouer dans cette évaluation. On parle du droit commun. Cette mobilisation du droit commun s'inscrit bien sûr dans la droite ligne du Conseil interministériel des villes qui s'est tenu le 27 octobre dernier et dont je suivrai la mise en œuvre avec beaucoup d'attention. Parmi les mesures que je veux devant vous souligner, on peut citer la mobilisation de 15% du fonds vert pour les quartiers prioritaires, le déploiement du programme Quartier 2030 Entrepreneuriat, l'ouverture des collèges de 8h à 18h ou encore le rapprochement des zonages quartiers prioritaires REP et REP+. Les différentes mesures ont été concertées en amont avec les élus et associations d'élus, avec les acteurs associatifs, mais aussi avec les services de l'État. Déconcentrés pour apporter les réponses les plus adaptées aux besoins de ces territoires et de leurs habitants. Cette concertation a ainsi permis l'inscription de nouvelles mesures, mais aussi l'adaptation de mesures envisagées par le gouvernement. Par ailleurs, je relancerai les conventions interministérielles d'objectifs qui comprendront des objectifs quantifiables et des indicateurs permettant leur suivi. Je souhaite également que celles-ci soient déclinées au niveau local pour assurer un travail partenarial et coordonné de l'ensemble des services de l'État. Pour le ministère de la Ville, 2024 donc sera une année de réforme. La géographie prioritaire sera renouvelée et le zonage, qui n'a pas été mis à jour depuis 10 ans, le sera pour la métropole. Les travaux ont été menés tout au long de l'année 2023. Nous avons travaillé avec les élus et les préfets pour définir les contours des futurs QPV, au plus proche de chaque territoire, pour nous assurer que ce zonage puisse répondre aux besoins des plus fragiles. Ce grand chantier est en cours de finalisation et le nouveau décret sera publié avant le 31 décembre 2023 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Ce zonage, comme tout zonage, n'est pas exempt d'effet de seuil. Pour répondre à cela, j'ai souhaité qu'une partie des crédits du programme 147 puisse de façon circonscrite être utilisée dans les quartiers qui ne remplissent pas ou plus tous les critères, mais qui rencontrent des difficultés similaires pour tenir compte, encore une fois, des réalités sociales des territoires. Cela permettra notamment de continuer à soutenir la dynamique des quartiers sortants. Et je pense que sortir d'un quartier prioritaire, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut un accompagnement très spécifique. Concernant l'outre-mer, les particularités de ces territoires ultramarins doivent être prises en compte. C'est dans cet esprit qu'une mission gouvernementale inter-inspection de révision des contrats de ville a été mise en place. Ces conclusions ont été rendues et permettent d'aiguiller la réflexion du gouvernement pour une meilleure prise en charge des spécificités de ces territoires. Le zonage ultramarin sera mis à jour selon la même méthodologie partagée entre élus et préfets durant l'année 2024 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2025. La réforme de la géographie prioritaire s'accompagnera par ailleurs de la conclusion de nouveaux contrats de ville au premier trimestre 2024. Initialement prévu pour le 31 décembre 2023, ces quelques mois supplémentaires accordés pour leur signature permettront d'intégrer la nouvelle logique que nous souhaitons leur donner. En effet, je voulais mettre fin à l'application de directives et de priorités nationales indistinctement sur tout le territoire. Désormais, l'impulsion viendra des habitants et des acteurs locaux qui définiront ensemble et bien évidemment avec l'État local, les priorités et les actions à mettre en œuvre dans leur territoire. C'est tout le sens de la circulaire que j'ai signée le 31 août 2023 et qui a notamment permis de prolonger la phase de concertation avec les habitants jusqu'à la fin du mois d'octobre. S'agissant des associations, dont je veux ici souligner l'engagement nécessaire, il me semble indispensable de leur faire confiance a priori, tout en contrôlant les actions effectuées a posteriori. Il faut également leur donner de la visibilité. 50% des conventions devront être
pluriannuels et les subventions en fonctionnement pour les petites associations devront être facilitées. Ces contrats doivent être appréhendés comme étant de véritables projets partenariaux pour les territoires entre l'État, les opérateurs privés et associatifs, ainsi que, évidemment, les collectivités dont vous êtes les représentants et qui sont nos interlocuteurs naturels. J'ai d'ailleurs souhaité qu'un volet investissement soit intégré dans les contrats de ville lorsqu'il existe des cofinancements pour avoir une approche globale. Ces contrats devront également permettre une meilleure coordination avec les différentes contractualisations existantes, notamment avec les contrats territoriaux d'accueil et d'intégration, mais également avec le déploiement du plan pauvreté. Mesdames et messieurs les sénateurs, 2024 sera également une année de transition en matière fiscale. L'ensemble des dispositifs fiscaux de la politique de la ville ont été prolongés en première lecture à l'Assemblée nationale. Les zones franches urbaines en 2024, l'abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, pour les bailleurs sociaux jusqu'en 2030, mais également les taux réduits de TVA pour la construction et la rénovation des logements dans les quartiers prioritaires. À l'heure où nous refondons le zonage des quartiers prioritaires, je lancerai ainsi, dès le début de l'année 2024, la réflexion pour engager une réforme de la fiscalité au bénéfice des quartiers prioritaires, pour une mise en place dans le PLF 2025. L'objectif sera d'avoir des exonérations simples et lisibles qui permettent de soutenir l'émergence des activités économiques dans les quartiers prioritaires, le développement du commerce de proximité par exemple et le soutien à l'emploi. Enfin, la dernière réforme que je souhaite mener en 2024 concerne la professionnalisation des adultes relais. Les événements de juin l'ont montré. La médiation a permis d'éviter l'embrasement de certains territoires et favoriser le retour au calme. La présence humaine est ainsi primordiale et il est indispensable que les personnes qui jouent ce rôle soient formées à la médiation. Aujourd'hui, on demande à des personnes qui ne sont pas dans des situations stables de s'occuper d'autres personnes qui ont encore plus de problèmes. Il faut sortir ces emplois d'une forme de précarité. Je veux réinventer une présence humaine, symbole de chaleur humaine, mais aussi d'autorité. Cette réforme sera en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés et avec une mise en œuvre progressive pour permettre la montée en compétences lorsque cela est nécessaire et possible. Comme vous le voyez, beaucoup de réformes sont actuellement en cours et elles portent en elles la même philosophie. Simplification, confiance, concertation et travail partenarial. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre pour ces propos et je cède sans plus tarder la parole à notre rapporteure pour avis, Viviane Artigalas. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma première question, merci d'abord de votre présence, merci d'être ici. Ma première question portera sur les moyens du NPNRU. Comme vous le savez, la subvention de l'ANRU est attribuée une fois pour toutes sans actualisation. Or, avec l'inflation, les coûts croissants de construction, plusieurs villes concernées, qui sont des communes pauvres, où des bailleurs n'ont pas les moyens d'apporter le complément et vont peut-être devoir renoncer à leur projet de rénovation urbaine. Quelle solution proposez-vous ? Je voudrais ensuite savoir comment va être assuré le suivi du CIV. La proposition de notre rapport, que Dominique a déjà évoqué, c'était de signer de nouvelles conventions interministérielles d'objectifs pour garantir l'arrivée du droit commun dans les quartiers. Elle a été reprise, cette proposition. Mais moi, je voudrais en connaître le calendrier. Au-delà, le CIV va-t-il avoir des suites législatives et budgétaires ? À court terme, est-ce que ce CIV induit des amendements du gouvernement dans le PLF ? À moyen terme, alors que plusieurs des annonces doivent se décliner sur les 3 ou 4 prochaines années, une loi de programmation pour la ville est-elle envisagée comme nous le proposions dans notre rapport ? Enfin, dans quelle mesure votre ministère est-il impliqué dans les projets de loi sur l'habitat indigne et les copropriétés dégradées qui concernent au premier chef les quartiers prioritaires et sur la décentralisation de la politique du logement alors que la loi de 2014 mériterait d'être toilettée. Je voudrais prendre l'exemple de la prise en charge des poches de pauvreté, souvent dans les centres-villes anciens qui ne sont pas aujourd'hui reconnus. Nous le demandions dans notre rapport. Il me semble que cela est confirmé par l'analyse des émeutes de l'été qui n'ont pas eu lieu que dans les quartiers politiques de la ville. Je vous remercie. Voilà, je vous propose de répondre à notre rapporteur, Madame la Ministre.
Madame la rapporteure, donc sur les crédits en rue, évidemment que ça a été pris en compte puisque au dernier PLF, une augmentation du budget qui va être dédiée à l'ANRU pour commencer à compenser, on le sait, le coût des travaux. On connaît l'inflation, je connais ça comme vous. Ce qui est sûr, c'est que est-ce que 50 millions, ce sera suffisant ? Je vais suivre ça de très près puisque cet argent va être affecté à l'ANRU. J'en discutais avec mon collègue Vergrit encore hier. Et ce qui est sûr aussi, c'est que la trésorerie de l'ANRU pour l'instant est bien. Est bien 839 millions d'euros. Ce que je crois surtout, c'est que l'État s'est engagé à garantir, moi je vois ça comme ça, et c'est comme ça en fait que le président même de la République l'avait dit, et il a eu raison. Il n'y aura pas de défaut de paiement, les choses seront assurées, et toutes les communes qui rencontreront une difficulté, et je le dis ici devant vous, vous êtes la représentation nationale, aucune commune ne sera abandonné. On est en France, on est la 6e puissance mondiale. J'ose imaginer que sur des programmes, moi souvent je suis alertée, alors pas sur les moyens où, par exemple, allez, on va prendre Marseille parce que c'est là où on a affecté 650 millions d'euros pour l'ANRU. À peine 1 million d'euros dépensés, mais c'est un autre débat. La réalité, c'est que c'est pas tellement là où je vais avoir des sujets sur les coûts d'inflation. C'est plutôt sur les petites communes. Moi, les villes et banlieues, toutes les associations d'élus m'alertent plutôt sur les petites communes. Exactement. Donc c'est plutôt sur des montants, c'est 150 000 euros, 200 000 euros. Ça peut aller jusqu'à 1 million d'euros. J'ose espérer qu'on sera à la hauteur, et on le sera. Donc si ça peut vous rassurer, en tout cas ça c'est un engagement que j'ai pris, parce que effectivement on ne peut pas demander à une petite commune la même chose qu'à une commune qui a d'autres ressources, d'autres moyens de financement. Donc ça c'est pour vous rassurer sur l'ANRU. Après, sur le suivi du CIV, je rappelle juste quelques mesures importantes. Alors, le président les avait déjà annoncées à Marseille lors de sa venue c'était juste avant les émeutes, si vous vous rappelez bien, c'était fin juin. L'ouverture des collèges, 8h, 18h, on est à peu près, de mémoire, à 90 collèges volontaires, parce qu'on ne peut pas l'imposer comme ça. On fait un travail avec les départements, l'éducation nationale évidemment. Et je parlais tout à l'heure de la mobilisation du droit commun. C'est vaste sujet, mais moi ce que je crois, et je le dis encore une fois devant vous, devant la représentation nationale, j'espère qu'un jour il n'y aura plus de BOP 147. Moi la réalité c'est que j'espère qu'un jour nos quartiers prioritaires seront juste dans le droit commun, c'est-à-dire que le droit commun suffira à organiser. Non mais si on veut un idéal, on doit toujours tendre. Non, mais ça a toujours été l'objectif, mais je crois qu'on l'a probablement oublié ces dernières décennies. Je pense que si on veut tendre à cet idéal, si on doit tendre vers ça, on doit pouvoir l'évaluer. Nous sommes, pour l'instant, et je vous le dis de manière très, très sincère, on n'est pas capable pour l'instant d'évaluer exactement la mobilisation du droit commun dans nos quartiers prioritaires. Et c'est pour ça que je pense que la représentation nationale, j'étais députée pendant 1 an, et je pense que ça peut être le rôle de l'Assemblée nationale, par exemple, d'évaluer chaque année la mobilisation du droit commun sur nos quartiers prioritaires. Donc les mesures CIV, donc je vous parlais du 8h, 18h, on peut parler aussi de l'ouverture de classes à partir de 2 ans, donc l'accueil des enfants à partir de 2 ans. Et évidemment, les élus m'ont interpellé, nous ont interpellés en me disant, et en nous disant, qui va payer ? Évidemment qu'on ne laissera pas seul la charge aux communes, mais même pas, c'est même pas ça, c'est que l'éducation nationale a tout son rôle à jouer quand il s'agit de l'ouverture des collèges de 8h à 18h, l'accueil des enfants à partir de 2 ans dans les quartiers prioritaires, parce que c'est une remontée, ça, des habitants qui disent les moyens de garde sont trop limités dans les quartiers prioritaires, et il est plus simple pour les parents, pour plein de raisons, de laisser ses enfants à l'école qu'à la crèche. Donc je pense que c'est une excellente mesure. Mais encore une fois, on ne peut la généraliser que sur la base du volontariat pour démarrer. On tend vers 2024, donc la rentrée 2024, à leur généralisation. Les cités éducatives, Madame la Présidente,
c'est un dispositif qui fonctionne très bien. 208 cités éducatives, 28 millions d'euros mobilisés. Donc, on a récupéré ces crédits sur ce qui était prévu pour les bataillons de la prévention. Et j'espère une généralisation, on va monter en charge jusqu'en 2027 et pareil, on ne peut pas imposer une cité éducative. Vous voyez bien comment ça... Donc on a des communes qui sont candidates, on a des élus qui sont tout de suite venus nous voir, donc généraliser à la fin donc 2027 les cités éducatives sera possible parce que chaque année, à chaque PLF, et c'est prévu, il y aura des crédits affectés, dédiés spécifiquement pour les cités éducatives. Parce qu'encore une fois, quand on a testé quelque chose et que ça fonctionne, il faut le généraliser. En revanche, je pense que sur les bataillons de la prévention, il fallait avoir aussi un constat lucide. On a des endroits, Reims, Marseille, ça a marché très bien, Nice. Et j'ai demandé aux préfets et aux élus locaux de me remonter les bataillons de la prévention qui fonctionnaient. Et ceux qui ne fonctionnaient pas, je vais vous dire de manière très pragmatique, on les a arrêtés et on réfléchit à d'autres dispositifs. On parle par exemple des forces d'action républicaine. Alors, juste pour vous faire, si vous me permettez, Madame la Présidente, en 30 secondes, c'est un dispositif voulu par le Président de la République, il avait annoncé à Marseille, c'est de pouvoir permettre dans les quartiers prioritaires d'avoir au même endroit qu'il n'y ait plus de rupture dans le service public. Parce qu'à territoire exceptionnel, politique exceptionnelle, avoir des magistrats, la police, avoir les travailleurs sociaux, avoir les associations, avoir les habitants, et que lorsqu'un problème est signalé, on puisse y répondre rapidement, parce que ce que nous avons vu pendant les émeutes notamment, c'est que les territoires parmi les plus touchés, ce sont eux où justement il y avait une rupture sur le service public et on avait plus cette capacité en réalité de percevoir le terrain. Donc on a décidé de Valence et Maubeuge, la troisième ville, Besançon, Maubeuge et Valence, pour une expérimentation. Moi, je crois beaucoup à l'expérimentation parce que ça permet quand même de se questionner. Moi, je ne crois pas que qui que ce soit le gouvernement, les parlementaires, les élus locaux, personne n'a de solution magique. En revanche, je pense qu'on doit s'autoriser à expérimenter, à garder ce qui fonctionne et à arrêter ce qui ne fonctionne pas. Et ce qui n'empêche pas en réalité de progresser. Quand je dis les bataillons de la prévention, vous l'avez vu chez vous à Nice, ça a fonctionné. Mais là où ça a fonctionné, ça a vraiment aidé les gens dans leur vie quotidienne. Je l'avais dit dès que j'ai été nommée, pour moi, les politiques de la ville ne sont pas une politique figée, c'est une politique du vivant, c'est la seule même politique du quotidien. C'est le seul endroit où vous pouvez parler aux gens tous les jours de tout. De transition écologique, de santé, d'éducation. Et encore une fois, pour finir de vous répondre, Madame la Présidente, sur les cités éducatives, c'est aussi l'endroit où les parents reviennent à l'école. Moi, j'ai fait du soutien scolaire. Merci d'avoir rappelé rapidement mon parcours. Moi, j'avais démarré dans mon quartier. Alors, juste pour le situer, pour ceux qui ne le connaissent pas, à Marseille, dans le 3e arrondissement, c'est l'une des zones les plus pauvres d'Europe, mais qui ne l'était pas à l'époque de mes parents. Ça s'est paupérisé ces 30 dernières années. J'ai fait du soutien scolaire. Mais on faisait quoi ? Je faisais quoi quand j'étais au lycée ? J'allais chercher les gamins à l'école. On faisait le goûter, on faisait l'école, c'est-à-dire on faisait les devoirs et je les ramenais chez eux. Moi, je crois beaucoup au fait de pouvoir soulager les parents sur cet aspect-là, de travailler sur le périscolaire. Mais je dis aussi, nos enfants ne peuvent pas aller, on ne peut pas dire, toute la journée ils sont à l'école. Ils font les devoirs après l'école, 2 heures. Mais il faut aussi qu'ils puissent se divertir. Donc sur le dégel, vous ne m'avez pas posé la question, mais je vous le dis parce que j'y pense, j'ai décidé d'affecter 4 millions d'euros aux vacances d'hiver. Donc sur le modèle de quartier d'été, faire les quartiers d'hiver pour les vacances de Noël et pour les vacances de février, parce que je considère que dans les quartiers prioritaires aussi, pour les vacances de Noël et les vacances de février, nos enfants ont le droit d'avoir des activités de qualité. Et juste une petite digression rapide sur les Jeux Olympiques, mais 2 portefeuilles, citoyenneté et ville. La ministre des Sports nous a affecté à peu près 20 000 places pour assister aux compétitions. Et j'ai décidé sur le BOP 147 donc de prendre 3 millions d'euros pour pouvoir transporter nos enfants, donc les loger
les nourrir et les emmener sur les sites de JO de manière correcte. C'est-à-dire il faut de l'argent pour pouvoir les transporter. On sait très bien que les transports vont prendre, voilà, tout va être multiplié par 2. Et j'ai considéré que chaque enfant de chaque territoire qui était éloigné des zones, on va dire, de compétition, devait avoir accès aussi et participer à ce grand événement que sont nos Jeux Olympiques. Et voilà, donc dites-moi si j'ai oublié quelque chose, je pourrais toujours reprendre. Par rapport à la question que vous a posée Viviane sur une loi de programmation de la politique de la ville. Oui. Alors, en tout cas, c'est en discussion. J'en discutais hier justement avec mon collègue Vergrit. Le sujet est sur la table. Le sujet est sur la table et je pense que ni lui ni moi ne sommes capables de dire là tout de suite c'est exactement comme ça qu'on va le faire. Et puis moi je crois beaucoup au travail du Parlement. Enfin, moi je compte sur mes anciens collègues à l'Assemblée nationale pour s'emparer du sujet et vous évidemment au Sénat pour nous proposer quelque chose. Il faut qu'on le fasse ensemble. Moi je ne peux pas imaginer qu'on décide là maintenant, en 1h30, de faire ou pas une loi de programmation. Les mesures sur le CIV ont été annoncées. Beaucoup de mesures. Je parlais dans mon introduction de la transition écologique. Les 15% affectés, et je vous le dis pareil avec la plus grande sincérité, en ayant réuni les préfets et les acteurs associatifs, j'ai demandé, et ça c'est une demande solennelle que je leur ai faite, de dire, vous savez, on peut parler de transition écologique dans nos quartiers prioritaires, mais si on arrêtait aussi de faire ramasser les déchets aux enfants le dimanche, c'est bien. Parce que je pense qu'il y a d'autres choses à faire dans des quartiers prioritaires qui manquent d'îlots de fraîcheur, où on manque justement de lieux partagés où les gens peuvent aller, que ce soit cultiver leur potager ou faire d'autres activités avec leurs enfants, donc des activités familiales. Je pense que le dimanche, les enfants des quartiers prioritaires ont d'autres activités un peu plus intéressantes à faire que ramasser des déchets qu'ils n'ont pas produits. Merci. Donc on va ouvrir le jeu des questions. Je vous propose, Madame la Ministre, de répondre au fur et à mesure que nos collègues vont vous poser des questions. Donc on commence avec Franck Montaugé. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre. Je voudrais en préambule remercier l'ensemble des acteurs qui concourent au développement de la politique de la ville en France. Je le dis à partir d'une expérience de terrain relative à la ville d'Auch, puisque je suis sénateur du Gers, où les choses se passent plutôt bien. Donc voilà, il faut savoir le reconnaître, et même si beaucoup reste à faire. Voilà, on en a tous conscience. Je voudrais vous interroger, Madame la Ministre, sur un point important des missions qui vous sont dévolues, celui relatif à la citoyenneté, auquel je lis la question de la laïcité. Vous avez parlé d'indicateurs tout à l'heure. Je voudrais savoir si cet aspect-là du comportement qui nous concerne tous, et pas que les habitants des quartiers de la politique de la ville en tant que citoyens, comment il est apprécié en réalité. Bon, on voit se développer, hélas, des phénomènes de sécession républicaine. Voilà, je n'illustre pas, on a tous des événements récents tragiques en tête. Je voudrais savoir, voilà, quel est votre plan d'action en la matière? Voilà, comment l'effectivité du fait laïque de la laïcité est-il appréciée par votre ministère? Sur quoi, le cas échéant, repose votre plan d'action de renforcement de la laïcité, des comportements voilà, conformes à ce principe? Et je voudrais savoir si dans le budget 2024, ce type d'action donne lieu à une budgétisation et à quelle hauteur? Et sur quel réseau d'acteurs vous vous appuyez? Et dernier point, enfin, autre point, quel est votre plan de convergence du droit dérogatoire de la politique de la ville actuelle vers le droit commun que vous avez évoqué? Voilà. Comment vous envisagez la convergence des dispositifs jusqu'à ce que le droit commun concerne évidemment en totalité. Voilà. Et dernier point, sur l'éducation. J'arrête après, Madame la Présidente. Sur l'éducation, vous avez abordé le sujet en fin de propos. Alors, ça va peut-être choquer, j'espère que non.
moi je trouve, et ça ne vaut certainement pas que pour les quartiers politiques de la ville, la question de l'éducation des parents se pose. Voilà, non pas évidemment pour les stigmatiser, mais pour les aider dans leur vie et dans leur rapport, notamment aux enfants, à l'acte éducatif. Qu'est-ce qui est prévu en la matière? Quel est votre plan d'action en la matière? Parce que moi, je ne vois rien à cet égard, si ce n'est des choses qui reposent, et c'est déjà pas mal, et il faut les en remercier, sur les acteurs associatifs. Voilà. Mais comment le ministère, comment le gouvernement, sur un sujet comme ça, envisage de développer des actions spécifiques, à l'instar des cités éducatives que vous venez d'évoquer concernant les enfants eux-mêmes? Merci. Madame la ministre. Monsieur le sénateur, merci pour votre question. Alors, Hoche, il me semble que vous avez récupéré un préfet délégué, Laurent Carrier, qui était à Marseille. C'est le préfet, oui. Oui, non, mais il était PDC à Marseille, il avait fait un travail remarquable. C'est juste pour souligner que vous avez chez vous, maintenant, depuis quelques mois, quelqu'un qui avait fait un travail remarquable à Marseille. Alors, plusieurs choses. Plusieurs choses. Donc, je vous réponds probablement dans le désordre. Je commence par la fin de votre question et je reviendrai au début. Sur la mobilisation du droit commun et comment faire converger les deux. Si je prends un exemple, par exemple, le Marseille en grand, le grand plan de sauvetage de Marseille que le président a voulu il y a 2 ans maintenant, c'est le meilleur exemple de mobilisation du droit commun pour une ville en souffrance. Donc ça veut dire que quand on sait évaluer les choses, on arrive mieux à y répondre. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment. Sur l'évaluation. Mon sujet quand même, c'est, je vous le disais, je crois énormément au travail parlementaire. J'ai adoré être députée parce que ça nous permet une grande marge d'action, enfin vraiment une grande marge dans l'évaluation, dans le questionnement, dans le fait de pouvoir travailler avec tous les acteurs locaux et de se questionner sur nos politiques. Donc je pense qu'avant de se poser la question de la convergence, moi je pose la question de l'évaluation. Et le Sénat, et vraiment que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, nous devons, enfin vous devez maintenant travailler ensemble à cette évaluation. Et je vais le proposer. Je le porte de manière très forte auprès de la Première ministre, auprès du ministre Gérald Darmanin et auprès du Président de la République. Parce que je pense que c'est le préalable à tout le reste. Parce que sinon on se retrouvera encore dans une commission l'année prochaine et je vous dirai encore, bah alors le droit... Non. Moi je veux savoir exactement, je voudrais, j'espère, que nous serons capables chaque année de l'évaluer pour répondre à chaque fois plus précisément et mieux aux demandes et aux besoins des habitants de ces quartiers prioritaires. Après, sur la citoyenneté. Vous avez des indicateurs, Madame la Ministre? Alors, je vais vous dire, dans une grande ville comme Marseille, je suis capable de le faire, mais encore une fois, les préfets savent faire ça. Ils savent nous donner, moi je les demande, je demande. Sur la vidéoprotection, par exemple, j'ai demandé la semaine dernière ou la semaine d'avant au préfet de me remonter une info simple. Mobilisation du droit commun sur la vidéoprotection. Combien sont affectés à telle ville, combien dépensés, combien déployés. Et si ce n'est pas fait, pourquoi ce n'est pas fait? Donc, on est capable de le faire, mais vous imaginez qu'on ne peut pas tout le temps aller sonner, si vous me permettez l'expression, les préfets. Moi, je crois qu'on est capable, je pense que les parlementaires, encore une fois, sont capables de le faire. Donc, sur des choses précises, oui, je suis capable de répondre. Mais la réalité, pour l'instant, moi, je suis incapable de répondre à votre question, de dire que représente le droit commun dans les quartiers prioritaires. Je ne sais pas vous dire précisément. Je peux vous dire les budgets qui sont dédiés au ministère, évidemment. Sur la citoyenneté, alors, vous avez raison de parler de laïcité. Mais on parle de laïcité, on parle de lutte contre la délinquance, on parle de lutte contre la radicalisation. J'ai décidé une mesure simple, c'est sur la base des contrats de ville. Nous avons des contrats de ville qui fonctionnent bien, que les préfets savent parfaitement gérer, que les élus locaux, pareil, connaissent. C'est un dispositif très connu sur tous nos territoires. Je fais un bilan de tous les dispositifs qui sont à ma main à la citoyenneté, l'apprentissage du français, de partout où je me déplace, de Allonne en passant par Niort. Les maires me parlent de quoi? En me disant, moi j'ai des sujets parce que j'accueille des populations primo-arrivantes et j'ai un souci sur l'apprentissage du français. Donc je fais un bilan de tous les dispositifs
au sein du ministère de la Citoyenneté sur l'intégration, sur l'asile, sur la naturalisation, sur la lutte contre la radicalisation, sur la prévention de la délinquance et la laïcité. Et de dire, est-ce qu'on n'est pas capable d'imaginer, puisque des crédits sont dédiés aussi à ces dispositifs, de les accoler au contrat de ville. Et évidemment, pour les quartiers qui ne sont pas prioritaires, on décidera d'un autre dispositif, mais là on parle des quartiers prioritaires. Et de les mettre dans un même socle. Et que ce soit, encore une fois, chez le préfet, parce que le préfet reste quand même le représentant de l'État, si je puis dire, le plus fiable, celui qu'on va tout le temps sonner quand on a besoin de quelque chose. Et je pense que ça peut répondre à toutes les problématiques, je veux dire, dès qu'on aura une question à poser ou un besoin de financement. Et je réinsiste sur la possibilité de financer, vous me permettez juste d'y revenir, les petites associations et de faire confiance a priori. J'ai vu quelque chose de très simple. Moi, je suis quelqu'un de normal, de pragmatique. Enfin, j'essaie. Et qui connaît le mieux les habitants ? Il y a deux personnes. Il y a l'élu, il y a le maire, et les associations qui sont au bas des immeubles. Et je pense que de continuer à leur demander de faire des choses infaisables, c'est-à-dire, donnez-moi votre plan pour 3 ans. On ne les finance pas. Donc elles ne peuvent pas avoir de visibilité. Les appels à projets. Et les appels à projets, pour répondre à un appel à projet, si vous n'avez pas fait l'ENA, Sciences Po, X en même temps, hein, parce qu'il faut être très très intelligent pour les faire, on ne peut pas y arriver. Donc moi j'ai demandé une simplification pour les petites associations, ça représente 50% des budgets crédit de contrat de ville, pardon, pour qu'on puisse faire enfin confiance à nos acteurs locaux. Et encore une fois, on est capable d'évaluer a posteriori. Moi, je ne veux pas avoir de préjugés. Et je préfère qu'on se plante, parce qu'il y aura une association sur 1000 qui ne fera pas bien le travail. Mais les 999, elles feront bien le travail. Et c'est pareil pour les appels à projets. J'ai pensé que parce qu'on a mis des appels à projets très complexes, très compliqués, il n'y aura pas de défaillance, c'est pas vrai non plus. Mais en règle générale, et quand je regarde de manière très froide les chiffres, les associations font le job, un job remarquable. Et je reviens sur votre question sur quels sont les moyens. Je vous parlais des adultes relais. La médiation, pour moi, est un vrai métier, une vocation. Et comment est-ce qu'on peut demander à des gens qui sont dans des difficultés extrêmes, vous connaissez les critères pour être un adulte relais. Comment voulez-vous que quelqu'un qui ne va pas bien aille aider quelqu'un qui ne va pas bien ? C'est pas possible. Donc je propose, et je l'ai demandé, une refonte totale. Ça passera peut-être même pas par la loi. Une refonte totale du statut. Ça représente 98 millions d'euros, le budget adulte relais. Donc je considère qu'avec à peu près 100 millions d'euros, 6500 adultes relais, je préfère qu'il y en ait moins, qu'ils soient mieux formés et qu'ils soient mieux payés. Parce que moi, je me retrouve aussi dans des cas où les élus locaux me disent, ou les associations vous disent, je ne veux pas de cet adulte relais parce qu'en fait, il n'est pas formé, il ne correspond pas, il ne peut pas faire le travail. Je pense que si on ne démarre pas par ça, et dans la formation des adultes relais, je veux une formation laïcité, lutte contre la radicalisation et prévention de la délinquance. Parce que c'est moi aussi la prévention qui a trop largement disparu de notre langage commun. Et vraiment, je pense que la formation des adultes relais est probablement le point d'entrée, en mettant pas uniquement la médiation sociale. Quand je parlais d'autorité, évidemment en étant rattaché au ministère de l'Intérieur, et vous le savez mieux que moi, vous êtes un élu local, la sécurité est le sujet, même le sujet numéro 1. Donc je pense que mieux les former à toutes les problématiques qu'ils vont rencontrer sur le terrain, mieux les payer, les faire monter en compétences, c'est-à-dire probablement leur donner des qualifications qui vaudraient, par exemple, un bac+2. Pourquoi pas ? On est capable de le faire. Donc je préfère en avoir 5000 très bien formés, hyper efficaces sur le terrain, que 6005 où je sais que ça ne fonctionne pas parce que je l'ai constaté à titre personnel sur le terrain. Des gens qui ne vont pas bien ne peuvent pas, ça tombe sous le sens, ne peuvent pas s'occuper d'autres personnes qui ont encore plus de difficultés. Merci. Financé exclusivement par l'État. Attends, Franck, oui, on a beaucoup de questions. J'ai peur qu'on n'arrive pas à tenir le timing. Et les parents Les parents. Vous me laissez une phrase sur les... Voilà, les parents. La parentalité. Et c'est la députée que j'étais qui l'avait dit, et je le dis maintenant en tant que ministre, j'ai toujours considéré que les parents... Donc, on était responsable de ce qu'on fabriquait.
sauf en cas de grandes difficultés sociales, santé mentale, enfin, à part quand il y a vraiment un sujet. Donc moi, je parle de responsabilisation, je parle d'éducation à la parentalité. C'est compliqué d'être parent. On n'est pas parent. C'est probablement le job le plus difficile de la Terre. Et dans les cités éducatives, tout à l'heure, vous voyez, je répondais, je disais, oui, les cités éducatives sont un point d'entrée pour les parents dans leur implication, dans l'éducation, dans l'instruction de leurs enfants. Et que si on ne va pas, on ne tend pas vers ça de manière très forte, on pourra mettre tous les moyens qu'on veut. Il y a deux bases. L'éducation, c'est comme ça qu'on se construit, l'éducation par ses parents, et l'école. Et après, chacun fait ses choix parce que l'être humain étant né libre, nous sommes tous nés libres et égaux devant la loi, chacun fait ses choix. Mais je pense que si on a à la base quelque chose d'équitable, chacun fait ses choix, mais la base doit être respectée, l'éducation des parents et l'éducation nationale. Merci. Alors, je rappelle à nos collègues qu'on doit terminer absolument à 10h30. On va essayer de prendre des questions deux par deux et je vous demande vraiment d'être court dans vos questions. Donc on va prendre Bernard Buis et Antoinette Gull. Merci, Présidente. Madame la Ministre, sénateur de la Drôme, j'apprécie l'arrivée de la Force d'Action Républicaine à Valence, vous l'avez cité tout à l'heure. Le but avec ce dispositif est de pouvoir expérimenter et que les habitants redeviennent acteurs de leur quartier. Il va falloir que ville, État, département et agglomération travaillent vraiment ensemble sur nos quartiers sensibles. Ma question portera sur la généralisation des cités éducatives. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en répondant à ma collègue Viviane Artigalas. Pour que tous les quartiers prioritaires puissent bénéficier de cette approche, il est impératif de labelliser 650 nouveaux territoires au cours des 4 prochaines années. Cela nécessite un engagement considérable et la mise en place d'une stratégie spécifique pour garantir que d'ici 2030, aucun quartier prioritaire ne soit laissé sans le soutien d'une cité éducative. Pourriez-vous nous donner de plus amples détails sur le plan d'action précis que vous envisagez pour atteindre cet objectif et sur les moyens que vous prévoyez de mobiliser afin de les financer? Antoinette Gull. Oui, Madame la Présidente, bonjour, Madame la Ministre, chers collègues. Vous nous avez parlé de Marseille, je vous en remercie. Moi, je vais vous parler de Paris, puisque je suis sénatrice de Paris et qu'à Paris aussi, nous avons des quartiers populaires qui ont grandement besoin de financement. Or, il se trouve que la politique de la ville, telle qu'elle est en train d'être redéfinie, va amener pour Paris une baisse d'environ 20% du budget consacré à la politique de la ville. Donc moi, j'entends que vous nous expliquiez qu'il y a énormément de choses à faire, beaucoup d'efforts, etc. Mais faire tout ceci avec une baisse de budget, vous admettrez que c'est quand même assez contradictoire. Nous avons besoin de moyens pour une politique de la ville ambitieuse à Paris, parce que, et je tiens à dire quand même que toutes les demandes que nous avons faites, et notamment l'augmentation des dotations en rue, ont toutes été refusées. À Paris, nous avons, dans les quartiers politiques de la ville, une jeunesse en grande précarité. Nous avons également une situation environnementale souvent difficile et se cumule dans ces quartiers non seulement la précarité, mais aussi les pollutions, le bruit, etc. Il y a donc un cumul, j'allais dire, des inégalités à la fois sociales et environnementales, comme c'est très souvent le cas dans nos villes. Nous avons donc besoin d'une transition écologique pour les quartiers, et donc à inscrire dans la politique de la ville, dont je vous ai peu entendu parler. Nous avons bien sûr besoin de réhabilitation, un besoin de renforcement des politiques de l'emploi. Et donc, moi, je m'interroge parce qu'avec une baisse de budget, nous ne serons donc pas en mesure, pour une grande ville comme Paris, qui est tout aussi importante que la ville de Marseille ou que d'autres villes, en matière de politique de la ville et de quartier. Non, mais je le dis parce que quelquefois, on met la focale sur certaines villes, mais toutes ont besoin d'avoir un appui de l'État pour ce qui concerne les quartiers prioritaires. Et alors, donc, sur ces deux sujets, je crois que Madame la Ministre a déjà... Non, on est pressé, Antoinette. Ah oui, pardon. Ok, voilà. Je fais pas alors, je réponds en premier à Madame la Sénatrice. Paris est une ville riche, Marseille est une ville pauvre. Un Marseillais sur 2 ne paye pas l'impôt sur le revenu, non pas parce qu'il triche, c'est parce qu'il n'a pas les moyens. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur... vous pouvez pas me dire qu'on en fait que... Non, mais je ne peux pas vous laisser dire ça non plus. Marseille a eu besoin d'un plan de sauvetage. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est le président de la République. Juste, je vous réponds. Marc Guillaume, le préfet, votre préfet, est venu me voir en me disant j'ai 2 quartiers très compliqués dans le 15e arrondissement que j'ai fait rentrer en quartier prioritaire de la ville. Il n'y a pas plus tard qu'un mois.
Je n'ai jamais dit que Paris n'avait pas besoin d'aide. Au contraire, les poches de pauvreté à Marseille, comme à Marseille, mais à Paris, sont gravissimes. Et je n'ai jamais dit, vous n'aurez jamais entendu de ma bouche dire on fait uniquement pour Marseille, on ne fait rien pour Paris. C'est pas ça qui est. La réalité, c'est que vous parlez de baisse de budget. Moi, je vous parle du doublement, par exemple, sur le fonds vert. 15%, vous parliez de transition écologique et c'est très intéressant. 15% au PLF 2023, d'accord? Puisque le fonds vert, vous le savez, c'est 7 milliards et sur cette année, c'est 2,5 milliards. Donc 15% fléchés sur nos quartiers prioritaires. J'attends de nos élus, bien sûr, de nos préfets. J'attends de tous ceux qui ont envie de s'emparer de ce sujet, de s'en emparer, puisque les crédits sont là. Ils sont au PLF, ils sont affectés. Et que vous, je ne sais pas si vous étiez arrivé quand je l'ai dit, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire sur la transition écologique, autre que faire ramasser les déchets aux enfants le week-end. Donc ça veut dire qu'il va falloir un peu aussi se creuser la tête pour proposer des choses pour changer la vie des gens dans leur quotidien. Moi, je préfère qu'on investisse très largement dans l'habitat, dans l'alimentation dont on parle finalement très peu, plutôt que de dire sur la transition écologique, on va les éduquer à ramasser les déchets. Je ne dis pas que c'est vous, non, mais j'avais dit dès que j'ai été nommée, plus, non, pas vous, non, mais je vous réponds sur absolument. Non, absolument, mais donc je demande au maire de réfléchir un peu différemment. Et la transition écologique étant pour moi, je l'avais dit dès que j'ai été nommée, plus de bleu, plus de vert. Et plus de vert, c'était ça aussi. Donc non, il n'y a pas de baisse, parce que je vous rappelle qu'on augmente les budgets et les crédits du BOP 147. Je rappelle juste un chiffre. 2017, 397 millions d'euros au BOP 147, vous me l'accordez ? 636 millions d'euros cette année. Donc on ne peut pas dire que sous le quinquennat du président de la République, le premier et maintenant le second, il y a eu une baisse, il y a eu une augmentation, même un doublement. Ça, c'est la première chose. Et de dire qu'à un moment donné, on fait sur notre zonage, par exemple, on oublie Paris, c'est pas vrai. La preuve, j'ai regardé précisément, puisqu'on m'avait alerté, hein, les députés m'avaient déjà alerté, et 2 quartiers prioritaires. Donc Paris n'est pas du tout oublié dans la politique de la ville. Sur les cités éducatives. À 2027, monsieur le sénateur, 214 millions d'euros seront alloués pour soutenir le développement des 850 cités éducatives qui seront prêtes, on va dire, et lancées d'ici 2027. 205 millions d'euros sur les crédits du BOP 147 et 9 millions d'euros sur le programme du P 230. Donc voilà, donc les cités éducatives, il y a une vraie volonté et de vrais moyens, de vrais crédits alloués pour les déployer à 2027, la vraie généralisation, avec les crédits qui sont sanctuarisés. Donc je vous répète le chiffre, 214 millions d'euros à 2027. Merci. Donc on va prendre Serge Mérilou et Sylviane Noël, si vous pouvez faire court. Très bien. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je veux, Madame la Ministre, d'abord saluer votre parcours personnel. Je voudrais évoquer le problème du logement, qui est un élément essentiel de la politique de la ville, et évoquer la demande de la Première ministre qui a adressé une circulaire aux préfets leur demandant de ne plus accorder dans les quartiers prioritaires de logements aux ménages relevant du DALO. Qui me paraît utile pour éviter les ghettos et favoriser la mixité sociale. Donc l'intention est probablement bonne, mais où allez-vous les loger, ces ménages relevant du DALO? Qu'avez-vous prévu à cet effet? Et à l'heure où la construction de logements sociaux est cruellement en panne, allez-vous prendre des mesures pour redynamiser la construction de logements sociaux dans l'ensemble du pays? Je voudrais aussi évoquer la loi SRU. Comment allez-vous faire appliquer la loi SRU au moment où les communes sont confrontées à la nécessité de construire des logements sociaux et pris en étau par le ZAN qui laisse pour certaines communes
pas de terrain constructible disponible. Moi, j'ai le cas d'une commune, la commune de Prigorieux, qui paie des pénalités, dont le maire est très actif en matière de construction de logements sociaux, mais qui se heurte à cette difficulté. Le ZAN lui interdit, enfin, il n'y a pas de disponibilité sur le ZAN. Voilà. Et puis, je voudrais vous dire que je regrette aussi, en matière de construction de logements, l'oubli des zones rurales. Hein. Alors, je sais que vous êtes... Ce sont des sujets qu'on a évoqués D'accord. Directement de son ministère, plus que de Madame la Ministre, même s'il y a... voilà. Je m'ai arrêté là. Merci. Alors, je crois que Sylviane a laissé tomber sa question, donc c'est Fabien Gay. Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame la Ministre. Je ne sais pas par où commencer, je vous avoue. Bon, je vais commencer par un point d'accord avec vous. Attendez, j'ai 1 minute, donc si on me coupe pendant 20 secondes, c'est pas bien. Non, j'ai un point d'accord avec vous. Je suis sénateur de la Seine-Saint-Denis, moi aussi j'ai grandi dans un quartier populaire, à Bordeaux, tout ça. Je pense que les quartiers prioritaires, on appelait ça les zones sensibles avant, bon bref, ça a eu plusieurs noms, doivent rentrer dans les politiques publiques, normales. Et c'est vrai que quand on vient d'un quartier populaire, on est élu d'un territoire comme la Seine-Saint-Denis, Marseille ou d'autres. Moi, je n'oppose pas d'ailleurs territoire, les quartiers populaires, les zones rurales, parce que ou les territoires ultramarins, on vit les mêmes problèmes, de façon différente. Mais le recul des services publics, il est partout. Et donc moi, je viens d'un quartier populaire, je suis un gamin de ça, mais je n'oppose pas. Parce que je vois ici plein de collègues. On n'a pas la même réalité, mais on a les mêmes difficultés. Donc, on a besoin de rentrer dans les politiques publiques. Et moi, j'en ai marre, à chaque fois, je viens de la Seine-Saint-Denis, on a eu Édouard Philippe qui est venu, qui a reconnu qu'on était discriminés, un grand plan. Bon, très bien, on va rattraper. Et une fois qu'on aura rattrapé, on aura encore pris 20 ans de retard. C'est ça le problème. Et je pense qu'on a besoin d'une vision globale. Il y a la rénovation urbaine, mais il y a tout le reste. La République, elle s'incarne par des hommes et par des femmes, et par des services publics, et par le travail, et par plein de choses. Moi, vous voyez, ce matin, là, j'ai pris le RERB, comme plein de gens. Bon, ça va, j'ai pas de patron, moi. Vous voyez, on paye le même prix du pass Navigo, mais on n'a pas le même... Et c'est pas contre les Parisiens, moi, je m'oppose pas, mais on paye le même prix que les Parisiens, et on n'a pas le même service. Nous, il est dégradé. Chaque jour, les gens, ils galèrent en Seine-Saint-Denis pour aller bosser. Et dans tout ça, l'accès à la justice, l'accès à la sécurité, l'accès à l'éducation, c'est tout ça qu'il faut revoir. Et donc c'est une politique globale, globalement. Et on a besoin d'une vision, et c'est pas contre vous que je dis ça. Et non, mais je dis ça, parce qu'il y a... Non, mais attendez, je vais au bout et après on en discute. Mais je pense que depuis un moment, on n'a pas une vision globale. Donc c'est pas que vous, d'accord? Et je mets tout le monde dedans. Et dernière chose, pour reprendre la question de Serge Mériou, sur la loi SRU. Ici, on a du débat. Hein. On ne va pas être d'accord avec Madame la Présidente ou Madame Prima, vous voyez, sur la loi SRU. Mais par contre, ce que vous avez dit dans la Gazette, j'ai lu, que c'était à l'AMF de faire respecter la loi. Ça, je pense que tous les trois, et avec plein de collègues, on est d'accord pour dire que ce n'est pas à l'AMF de régler ce problème. C'est à l'État et au préfet. Après, on a débat. On n'est pas d'accord, nous on veut en construire plus, voilà. C'est pas l'AMF. Non, voilà, je vous dis ça parce que je pense que force est à la loi, quoi. Voilà. Madame la Ministre. Et je dirais même Duralex, Cedlex. Mais alors, je réponds en premier. Bon, en fait, finalement, tout ça se rejoint largement. Sur la mesure de la Première ministre, qui a été évidemment débattue au sein du gouvernement, moi je l'ai toujours pensé, que de concentrer des populations, je l'ai vu chez moi, mais on le voit de partout, des populations en grande difficulté, toujours au même endroit, toujours dans les mêmes zones, toujours sur les mêmes élus locaux, toujours de la même manière, enfin, vous voulez que ça donne quoi? Après on s'étonne, mais évidemment que le résultat va être catastrophique. Donc, une fois que je vous ai dit ça, vous me dites, comment on fait? Moi, je crois très sincèrement, vous avez dû le lire dans la Gazette, à l'application stricte de la loi SRU. Et quand je parle de l'AMF, moi, je ne peux pas entendre des élus locaux qui ne respectent pas, par exemple, la loi SRU, qui sont en dessous, sur le logement social. Je rappelle quand même, et vous le savez mieux que moi, que ceux qui délivrent encore les permis de construire, jusqu'à preuve du contraire, ce sont bien les maires.
Voilà, non mais bien sûr, heureusement. Sauf que quand la loi SRU n'est pas respectée, qu'on n'a pas assez de logements sociaux, c'est vers l'État qu'on se tourne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue à tous se mentir collectivement et à dire « bon alors on ne sait pas comment on fait ». Moi je crois... Non, mais quand un élu local décide de pas d'être en dessous, et vous me pardonnerez, Madame la sénatrice de Paris, de reparler de Marseille, quand on a une ville grande comme Marseille, deuxième plus grande ville de France, qui est hors la loi en termes de logement social, c'est pas parce que l'État n'a pas voulu construire. On a conventionné 650 millions d'euros sur l'ANRU. C'est parce qu'on n'a pas eu les permis de construire. Une fois que je vous ai dit ça. Donc moi, je pense sincèrement que ça ne sert à rien de refaire des lois sur des lois. Je l'avais dit dès que je suis arrivée, monsieur le sénateur. Je ne crois pas du tout à la multiplication des lois. Chacun fait. Moi, je ne ferai pas de loi. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Moi, ce que je voudrais, c'est prendre l'existant. Il existe beaucoup de dispositifs et de travailler, évidemment, puisqu'on parle de la loi SRU, avec l'AMF. Parce que la réalité, c'est que où est-ce qu'on loge les gens? Là, je reviens à la question de votre collègue. Évidemment que c'est la première question. Mais si on ne part pas d'un préalable de dire on va arrêter de concentrer les mêmes difficultés toujours chez les mêmes, c'est de la justice. On appelle ça de la justice. Après, il faut aussi faire accepter à beaucoup d'entre nous, enfin à beaucoup d'entre vous, le fait que oui, ce sont des populations précaires. Et je vous rappelle que dans la circulaire de la Première ministre, c'était les DALO les plus précaires, c'est-à-dire les plus en difficulté, parce que c'est évidemment ceux-là qu'on doit le mieux encadrer, le mieux soutenir et évidemment accompagner plus fort que le reste. Donc moi je crois à la relance aussi de la construction, mais par les permis de construire. C'est tout. Enfin, j'irai à un moment donné. Et on me parlait du ZAN, monsieur le sénateur. Évidemment qu'on crée des dispositifs qui sont vertueux. C'est vertueux de dire on a envie de moins polluer. Personne dans cette assemblée dira ben non, nous on a envie d'être de grands pollueurs. Mais la réalité de nos territoires, moi je crois à la granularité. Nos territoires sont tellement différents que je suis pour une territorialisation des choses, c'est-à-dire de dire chez vous c'est plus compliqué, je dis n'importe quoi, que dans l'Est. Ben alors essayons de travailler avec le préfet. Je ne sais plus qui m'a interpellé sur le préfet, peut-être d'autres collègues de Seine-Saint-Denis. Bien sûr que l'État, le préfet ont une responsabilité, mais à la fois, les élus locaux nous remontent qu'ils veulent avoir la main. Donc moi, ce que je propose, mais très simplement, c'est de faire du réglementaire. Il faut arrêter de poser... Enfin, je vais vous dire, déjà qu'on réussisse à faire appliquer toutes les lois qui ont été votées, c'est un enjeu. Donc essayons peut-être de prendre tout ce qui existe, de passer par le réglementaire, par les circulaires, par les discussions plus intenses avec l'AMF. Parce que vous parliez de cette association, mais il y a d'autres associations d'élus. Je pense à France Urbaine. Oui, je rencontrais la dernière fois la maire de Nantes. Qui dit aussi... non mais voilà, mais enfin, elle est venue me proposer des choses tout à fait pragmatiques et qui tombent sous le sens. Mais c'est pas parce que je ne suis pas du même bord que j'ai pas pris. J'ai pris. Johanna Rolland, absolument. Mais je prends. Quand c'est des mesures de bon sens, je prends. Et très sincèrement, pour vraiment finir, Madame la Présidente, sur la loi SRU, je ne pense pas qu'il faille en faire une autre. Je pense que si déjà on part sur une application stricte et honnête, intellectuellement, de la loi SRU, je pense qu'on aura déjà une grande partie gagné le combat. Madame la ministre, je vous renverrai aussi à un de nos rapports faits avec Valérie Létard sur la loi SRU, ni un tabou, ni un totem. Et effectivement, peut-être déjà, regardons les lois si elles sont appliquées, mais aussi, Madame la ministre, regardons et veillons à ce que les décrets d'application ne mettent pas des mois et des mois avant de sortir et qu'ils laissent un certain nombre d'élus et d'acteurs dans les plus grandes difficultés parce qu'il n'y a pas ces décrets d'application qui sont sortis. Donc deux questions. Madame la Présidente. Oui, Denis Boide et Amel Gaker. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, en 2024 sera l'année en vigueur de la nouvelle cartographie des quartiers politiques de la ville. Dans mon département, le département du Gard, qui connaît les mêmes problématiques que le département des Bouches-du-Rhône, notamment avec Marseille, avec des quartiers difficiles politiques de la ville et tout ce qu'on peut y voir dedans. Dans mon département, un effort a été fait particulièrement sur les dossiers Andru. Beaucoup de bâtiments ont été démolis et reconstruits par ailleurs. Conséquence de la problématique, c'est par des statistiques qui sont les vôtres, madame, et que je respecte bien sûr, où vous avez fait ces dernières années un investissement important de la part de l'État dans le cadre de la politique de la ville, mais aussi des départements qui ont contribué à vos côtés et des collectivités territoriales qui ont contribué. On se retrouve aujourd'hui par une double peine,
du fait que nous avons fait un effort pour faire en sorte que ces quartiers soient plus agréables que ce qu'ils pouvaient l'être, du fait du travail des associations sur les territoires, ces quartiers sortiront des critères politiques de la ville parce que le nombre d'habitants a diminué. Et je pense que là, nous sommes devant un problème. Alors, je ne sais pas comment vous comptez le régler, mais moi, je considère que c'est de la double peine. Nous avons fait un travail important et à l'arrivée, nous ne sommes pas récompensés. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, bonjour. Alors oui, la politique de la ville, c'est clairement une politique essentielle pour notre cohésion nationale. C'est important quand même de le rappeler. Moi, je voudrais dire, pourquoi je dis ça, parce que ma première réflexion, elle porte quand même sur le budget dans le cadre du PLF. C'est qu'or, et Madame la Présidente l'a mentionné, hors budget en rue, il stagne, voire il baisse. Et ça, c'est dommage. Donc vous allez peut-être me donner des chiffres qui vont peut-être contrecarrer ça, mais la réalité, elle est là. Je ne reviens pas sur le constat actuel, même si je veux quand même préciser qu'il se passe parfois aussi des choses belles dans les quartiers prioritaires, grâce aux habitants, grâce aux élus, grâce au tissu associatif, c'est quand même important, mais il y a aussi une réalité qui est, et je vais mettre le doigt peut-être sur un point, parce que je le vis, si ce n'est pas quotidiennement, mais très régulièrement sur mon territoire dans le Pas-de-Calais, c'est la grande solitude, bien sûr des habitants, mais aussi des élus, des maires, face à des situations de délinquance, face à des situations bien sûr d'insécurité, et je parle là des trafics de drogue, des trafics de stupéfiants qui aujourd'hui sont extrêmement compliqués à gérer. Peut-être un mot là-dessus, je pense, serait intéressant. Alors vous êtes rassurante sur plusieurs points, hein, je vous le dis, mais sur un qui pour ma part est essentiel, c'est l'importance de la présence humaine. Le retour, bien sûr, des services publics, on en a parlé à plusieurs reprises, mais la présence humaine qui, pour ma part, est fondamentale. Pour ce qui est des services publics, vous n'avez pas parlé de santé. Ou peut-être que vous l'avez fait, je suis passée à côté, mais je pense que c'est important. Puis deuxième petite question très courte, la participation citoyenne qui pour ma part est extrêmement importante. Alors plusieurs réflexions, plusieurs actions ont été mises en place, notamment la fameuse commission Meshmash. Vous n'êtes pas revenu dessus. Est-ce qu'il y a eu un recadrage lorsque vous êtes arrivé des actions mises en place? Parce qu'aujourd'hui le tour continue, hein, elle est passée sur mon territoire. Et quid des conseils citoyens qui fonctionnent ou parfois qui ne fonctionnent pas? Donc, qu'en est-il? Parce que c'est un point important. Merci. Madame la Ministre. Merci beaucoup. Je suis désolée, je commence par la fin. Je finis avec vous, Monsieur le Sénateur. Sur la commission Meshmash, j'en attends le rapport. J'attends le rapport. Donc, les concertations se finissaient fin octobre. Donc, j'attends le rapport avec impatience. Et je l'ai dit, parce qu'il est temps maintenant de passer à l'action. Sur la concertation citoyenne et sur la participation citoyenne, moi je pense que sur les crédits politiques de la ville, on doit la financer, on doit pouvoir inciter les citoyens à participer, donc avoir des outils pour pouvoir donner leur avis, chercher à améliorer, s'impliquer. Moi j'ai toujours été impliquée, donc je pense que je ne suis pas, tous ceux qui viennent de là ne sont pas des exceptions. Donc vous voyez, je pense qu'on doit soutenir, c'est pas une idée, on doit soutenir cette action. C'est très important que les gens soient acteurs. Moi je déteste, j'ai horreur de ça, qu'on décide à la place des gens ce qu'ils doivent faire, où ils doivent manger, où ils doivent dormir, comment. Enfin, quand je disais nous sommes des êtres libres et égaux, une fois que nous avons la même base, chacun fait ses choix. Mais après, chacun ses choix par contre. Sur la santé, c'est l'un des sujets les plus prégnants, parce qu'évidemment, quand on a des difficultés, on parle de santé, mais de santé mentale aussi, qui reste, selon moi, qui est le parent pauvre des santé publiques, mais pas dû à ce gouvernement, évidemment. C'est une politique de 40 ans. C'est le manque de formation. On sait que dans les facs de médecine, on n'a pas encouragé non plus le fait qu'on puisse créer des vocations pour devenir psychiatre ou psychologue. En fait, on repart 40 ans en arrière. Et j'en ai 47. Donc je pense que beaucoup reste à faire, mais en termes de mobilisation sur la santé, juste vous dire que les maisons de santé, en tout cas tous les élus locaux qui viennent me proposer une maison de santé, sont soutenus par le ministre, donc par le ministère de la Santé et par moi-même. C'est-à-dire qu'on se débrouille toujours, je me débrouille toujours pour accompagner et pour qu'in fine, le dispositif puisse être efficient, parce que j'ai entendu longtemps, il faut désenclaver, il faut que les gens sortent de leur quartier, il faut qu'ils puissent aller... Mais enfin, sauf que
votre collègue sénateur parlait de mobilité. Ben, ça dépend où tu habites, en fait. Ça dépend où tu es. Alors c'est facile. Alors, vous imaginez une maman qui a un enfant, allez, on prend l'autisme parce que c'est probablement ce qui revient le plus. Elle doit l'emmener 1 heure de trajet, 1 heure pour revenir, repartir. Ben, moi, je suis plutôt pour une concentration pour le médical au même endroit que des parents, parce qu'on dit les mamans, il n'y a pas que les mamans, les parents puissent emmener leurs enfants chez le pédiatre, elles-mêmes se faire soigner. Parce qu'elles oublient le 3/4 du temps, comme toutes les mères de famille, évidemment, de se soigner. Donc, sur 2025, j'envisage de travailler beaucoup avec, bien sûr, des parlementaires de tous bords pour travailler, sur la santé mentale dans les quartiers populaires. Je veux lancer une mission pareil. Je pense que c'est important de pouvoir l'évaluer, de pouvoir mieux le diagnostiquer pour mieux y répondre. Et monsieur le sénateur, pour le Gard, le zonage, je vous l'avais dit tout à l'heure, dans les contrats de ville, j'ai décidé que 2,5% du budget serait alloué à l'accompagnement des quartiers prioritaires qui sortent. Parce que ce que j'ai vu en arrivant au ministère, mais je l'avais vu sur le terrain, mais je le vois mieux du ministère puisque j'ai tous les chiffres. Les quartiers prioritaires, certains qui sont sortis il y a quelques années de manière brutale, reviennent quelques années après. J'ai rien inventé. Donc je dis, il faut accompagner, puisqu'ils concentrent toujours les mêmes difficultés, sauf que la population a baissé. C'est une ineptie, si on voudrait mal faire, on ne pourrait pas faire pire. Donc j'ai décidé d'affecter 2,5% du budget des contrats de ville sur l'accompagnement des élus locaux qui doivent sortir des quartiers prioritaires. Parce que je disais, a priori, c'est une bonne nouvelle. Quand on vous dit, vous n'êtes plus quartier prioritaire, non, je parle intellectuellement. Non, mais c'est pour ça, comme tout est relatif, on sait très bien que la baisse de population est due à plein de choses, à plein de facteurs, et qu'on ne peut pas laisser des quartiers avec autant de difficultés sortir de manière brutale. Et pour le Gard, il me semble bien que des choses ont été correctement faites. Vous me l'accordez. On a regardé cela avec beaucoup d'attention. Donc, chez vous, tout ça se tient. Beaucoup d'efforts ont été faits. Merci de l'avoir rappelé parce que, comme je disais, un territoire très en difficulté, moyens exceptionnels alloués. Merci. Jean-Luc Brault et Evelyne Renaud-Garabédian. Le micro, Jean-Luc. Madame la ministre, merci. Une question qui ne demandera pas forcément une réponse, mais sur un territoire que j'ai dirigé avec mes amis depuis 25 ans, 50 000 habitants. C'est donc pas tout à fait les mêmes sujets que la ville. On a mis en place pour nos jeunes l'apprentissage. Et l'apprentissage aujourd'hui dans tous les métiers du bâtiment. Et on a pris en charge le reste à charge pour nos entreprises du CAP et du brevet professionnel. Et aujourd'hui, en 4 ans, ces entreprises se sont tournées vers nous. On a signé 500 contrats d'apprentissage. 500 contrats pour des jeunes de 15 à 18 ans pour un CAP de plombier, chauffagiste, maçon, plâtrier, électricien. Donc aujourd'hui, vous devez vous poser cette question, je pense, Madame la ministre, parce que l'apprentissage de nos métiers manuels, moi je suis chef d'entreprise dans une entreprise du bâtiment, l'apprentissage des métiers manuels devient dramatique. On l'a vu hier avec le problème du bâtiment. C'est une illusion de pouvoir dire que demain matin, on va passer du G au F ou du F au E. Il n'y a plus de compagnons. Et de compagnons formés. Et là, je me pose la question, dans le cadre de votre secrétariat d'État, est-ce que vous ne pourriez pas donner un coup de main ou une impulsion pour que ces jeunes, dans nos territoires, apprennent un véritable métier qui va d'un CAP, d'un BP, après un bac pro, après un BTS, après un diplôme d'ingénieur, parce qu'on l'a chez moi dans l'entreprise. J'ai démarré avec des gamins de CAP qui ont terminé ingénieur. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie question sur laquelle vous devez vous poser. Merci. Evelyne Renaud-Garabédian. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, en octobre dernier, le comité interministériel des villes a prévu l'extension pour environ 9 heures par semaine des horaires d'ouverture des bibliothèques dans certains 500 quartiers. L'État, ma question que je me pose, c'est est-ce que l'État a réellement mis les moyens de sa politique dans le PLF 2024 pour assurer cette augmentation? Alors pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'on constate aujourd'hui que dans certaines bibliothèques, notamment à Nanterre, qui ont prévu cette extension, il y a aujourd'hui des grèves pour notamment parler contre et dénoncer l'augmentation des salaires qu'il y a, puisqu'il y a un manque très important d'effectifs dans ces bibliothèques. Merci de votre réponse. Madame la Ministre.
Monsieur le député, sur qu'est-ce que je viens de dire? Député. Mon Dieu. Moi, j'ai perdu. Monsieur le sénateur, je vous avais dit que l'hémicycle me manquait. Non, monsieur le sénateur. Sur l'apprentissage, non seulement je suis en phase, et bravo pour vos chiffres, parce que 500 contrats, c'est énorme. Donc c'est pour ça que le président de la République, il l'avait annoncé lui-même. Une grande réforme de l'apprentissage, pourquoi? Pour faire correspondre la réalité de nos besoins avec les envies de nos jeunes. Sauf qu'il y a une difficulté à tout ça. Vous ne pouvez pas forcer des jeunes, et vous le savez mieux que moi, à avoir une vocation. Donc je pense qu'il faut, parce qu'une fois qu'on aura fait la réforme et qu'on aura dit voilà notre objectif et voilà les moyens qu'on va allouer à cette réforme sur l'apprentissage et dans les lycées pro, c'est que, encore une fois, on revient sur 40 ans. Moi, j'ai passé un bac littéraire et à mon époque, dans les milieu des années 90, c'était bien d'aller, c'est formidable. Enfin, les enfants, nous, des quartiers prioritaires, très peu allaient en lycée général, beaucoup allaient en lycée pro, sauf que c'est génial dans un lycée pro quand on a envie de faire un métier précis. Ou en CFA. Ou en CFA. Non, mais moi, alors je vais vous dire, je l'avais dit 10 fois, j'ai été marraine de beaucoup de promotions de jeunes dans des fondations diverses et variées. Je disais à chacun son Himalaya. Je ne peux pas mieux dire. La réalité, c'est que les métiers du bâtiment dont vous parlez sont en grande tension parce que la difficulté du métier, il faut essayer de les emmener... Non. Le salaire. Le salaire. Mais bon, enfin, on peut en parler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, vous pointez un problème, c'est un problème immense auquel le président de la République a décidé de répondre en lançant une grande réforme de l'apprentissage dans les lycées professionnels, en concertation évidemment avec les recteurs, avec les élus locaux, et évidemment c'est à la main du Parlement, et les entreprises. Et les entreprises, je pense que les entreprises aussi ont un rôle à jouer sur la promotion de leur métier. Et elles jouent le jeu puisqu'elles ont besoin de main-d'œuvre. Et donc sur Madame la sénatrice, vous me disiez sur les bibliothèques ouvertes le dimanche, et j'avais été alertée par la députée de Nanterre sur les effets de grève parce qu'ils dénonçaient un manque de salaire. Ce que je crois, et là ça concerne la culture, je pense que le ministère de la Culture, sur le droit commun, doit pouvoir accompagner cette mesure, parce que la généralisation ou l'ouverture, vous savez très bien que c'est sur la base du volontariat. On ne peut pas obliger un maire à ouvrir sa bibliothèque le dimanche et à faire travailler les employés municipaux. Je pense que c'est au-delà de mon portefeuille politique de la ville, je pense qu'il y a une vraie concertation, une vraie réflexion à mener avec le ministère de la Culture sur les moyens déployés sur cette mesure qui est une excellente mesure, mais vous avez raison, il faut la quantifier, la mesurer. Et puisque les employés municipaux, et c'est normal, travailler le dimanche doit être payé 2 fois plus cher, mais je crois que toutes les municipalités le font, doivent être probablement un peu mieux payés pour les motiver. Moi, je suis ouverte à une concertation avec ma collègue Rima Abdulmalak à la Culture et avec tous les élus locaux qui ont envie de se mettre autour de la table pour généraliser l'ouverture des bibliothèques le dimanche. Alors merci. L'heure avançant, il nous reste encore quelques questions et je souhaiterais que vous puissiez les poser. Donc si vous pouvez être synthétique, Lucien Stansionne et Rémi Cardon. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, au mois de mai dernier, un certain nombre de maires dans des communes concernées par les quartiers prioritaires ont lancé un cri d'alarme concernant la difficulté des familles sur les questions alimentaires, l'énergie, enfin, etc. J'aurais voulu savoir un petit peu quelle était votre approche de cette question-là. Et puis, deuxième point, rapidement, concernant les fonds structurels européens, comment vous comptez les mettre en œuvre sur le terrain de façon concrète? Rémi Cardon. Oui, je rebondis sur la question de mon collègue. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il fallait une évaluation, travailler avec le Parlement, etc. Très bien. Alors qu'il y a des chiffres assez frappants depuis des années et des années qui défilent à chaque fois. On sait que ces quartiers prioritaires, il y a 40% de moins de 25 ans. On sait que la part des collégiens et des lycéens appartenant à une catégorie sociale défavorisée est de 60%. Bref, on sait que le taux de chômage est supérieur à 2,7%.
enfin, je rentre pas dans le détail, mais les chiffres sont là, Madame la Ministre. De la moyenne, bah oui, mais c'est énorme, c'est énorme. Et donc ma question est très simple. Pourquoi le débat que vous avez aussi initié après les émeutes a tourné uniquement, s'est focalisé sur la question de la sécurité ou parfois même sur la question de l'uniforme dans les écoles et pas justement sur... Ah bah écoutez, excusez-moi, je rebondis sur vos différents plateaux. C'est pas parce que BFM l'a dit que c'est vrai. Oui, bah, en tout cas, les faits sont là. Donc ma question est très simple. C'est quoi le plan en termes de politique structurelle sur la santé, sur l'éducation, sur l'emploi, sur les questions sociales de ces publics? Alors en quelques minutes, je pense que vous pouvez répondre. Un débat, mais il serait temps d'y attaquer. On ne peut pas reporter à chaque fois. Il faut que le Parlement fasse de l'évaluation. Monsieur le sénateur, en premier, sur la mobilisation des fonds européens. Je pense sur tous les sujets qui nous concernent, on a une politique trop peu allante. On cotise beaucoup, donc on finance beaucoup les politiques européennes et on n'est pas, alors selon les régions, vous savez que les fonds européens sont les régions, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, mais il faut beaucoup d'accompagnement pour aller chercher ces crédits qui nous reviennent et qui ne sont qu'un juste retour de ce que la France investit dans l'Union européenne. Donc je propose, et je l'ai déjà fait à beaucoup d'associations d'élus, de travailler avec moi sur la mobilisation des crédits européens sur nos territoires. Parce que, voilà, en région sud, par exemple, vous le savez, Madame la Présidente, pas la dernière région à savoir aller les chercher. Donc, si on sait le faire là, je pense qu'il y a une méthode. Ce sont des dossiers complexes, vous le savez. Donc, à dossier complexe, je pense qu'on doit mettre des moyens suffisants pour être capable d'aller les chercher. Donc, ça, c'est la première chose. Monsieur le député, désolé. Monsieur le sénateur, je suis encore dans l'hémicycle. Ouais, c'est dur. Vous parliez, les chiffres évidemment sont frappants et je les connais aussi bien que vous. Voilà. Je ne peux pas vous laisser dire que j'ai résumé ou que le gouvernement ou que la majorité a résumé les réponses post-émeute et au CIV uniquement à la question de sécurité. Je vous dis juste une chose, il ne faut jamais avoir mis ses pieds, je vais vous dire ce que moi je pense. Et là, je regarde ni les fiches ni les chiffres et je vais vous répondre de manière directe. Vous ne pouvez pas me dire à moi que la sécurité n'est pas un sujet. C'est tout. Et quand vous dites, vous avez focalisé sur la tenue scolaire, vous m'excusez. Enfin, j'ai répondu une fois à une question qu'on me posait. Je ne suis pas responsable des questions qu'on me pose. Et qu'en général, quand on me sonne, je suis toujours au rendez-vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il me semble bien que dans le post-émeute, la première question, la première responsabilité de l'État, c'était de ramener l'ordre républicain. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Quand vous vous baladez comme moi, de partout, bon, de quoi vous parlent les gens? Est-ce que les gens viennent vous parler de la tenue scolaire? Non, les gens viennent me parler, les élus y compris, et surtout les élus de tous les bords, je dis bien de tous les bords. Je veux un commissariat, je veux plus de police municipale, je veux une police municipale qui a des pouvoirs judiciaires, je veux un commissariat à tel endroit, parce que là, pendant les émeutes, si j'avais eu mon commissariat, j'aurais pu répondre et j'aurais pu. Je veux de la vidéoprotection. Vous le savez mieux que moi. Si. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les moyens... Non, mais après, on peut... Non, mais je ne peux pas, en 3 minutes, vous répondre sur une politique globale. Là, vous pointez des choses. Sur le chômage, allez, on va parler du chômage. Oublions les quartiers, oublions la sécurité. L'emploi, on va parler de l'emploi. Quartier 2030, donc il y a, je vous donne, c'est le président qui l'avait annoncé, notamment à Marseille, de dire, je crois aussi à l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires, et c'est à peu près 436 millions d'euros, vous le savez, affectés par la BPI pour permettre l'amorçage de ceux qui ont envie de créer leur propre entreprise, petite, moyenne ou grande. J'étais à Aulnay-sous-Bois la semaine dernière. Enfin, il y a des choses remarquables qui se font. Donc ce que je veux vous dire, c'est que la réponse ne peut être que globale. Sur ça, vous avez raison. Mais vous ne pouvez pas dire, je ne peux pas vous laisser dire que le gouvernement a réduit ses réponses uniquement à la sécurité. La sécurité était la première des réponses. Et le reste, je vous invite à discuter avec moi de toutes les mesures CIV. Et si vous avez des propositions à faire, mes 2 ministères sont ouverts. Merci. Sophie Primas, Michel Bonus.
Merci beaucoup Madame la Présidente. Madame la Ministre, d'abord je voudrais vous remercier d'avoir tenu le Conseil interministériel de la ville à Chanteloup-les-Vignes. Je voudrais vous dire que je suis sénatrice des Yvelines, mais de ces Yvelines qui ne payent pas beaucoup d'impôts. C'est-à-dire du nord des Yvelines, dans un bassin industriel désindustrialisé, dans lequel nous comptons depuis la Cité des Indes de Sartrouville jusqu'à le Val-Fouré de Mantes-la-Jolie, 5 communes en priorité, en ville prioritaire, priorité de la ville. Politique de la ville, pardon. Moi, je voudrais attirer votre attention sur la réflexion que nous devons avoir sur la définition de ces zones de politique de la ville. Parce que là, dans l'exemple précis dont je vous parle, nous avons effectivement des communes, et à juste titre, qui sont en politique de la ville et qui ont besoin d'être aidées, et la politique de la ville permet cette aide. Mais nous avons tout un bassin, en réalité, y compris des villes moyennes, y compris des villes qui font le travail en matière de logements sociaux. Dans ma commune, l'ancienne commune dont j'étais maire, 42% de logements sociaux, ville ouvrière autour de l'usine Renault de Flins, aujourd'hui en grande difficulté. En grande difficulté, pourquoi? Parce qu'elle ne bénéficie plus de la politique de la ville, que compte tenu des finances des collectivités territoriales, elle n'a plus les moyens d'autofinancer des actions de politique de la ville, et elle est en train de tomber. Elle est en train de tomber parce qu'elle est je ne sais pas comment dire ça élégamment, mais elle reçoit en tout cas toutes les difficultés des communes de politique de la ville que l'on est en train, à juste titre, de remonter. Mais du coup, tout se concentre là et on ne peut plus accompagner. Et donc cette commune qui était dans la politique de la ville, qui a été sortie dans la politique de la ville, est en train de devenir le terreau des futurs. Alors je vous remercie d'avoir mis les 2,5% de la politique de la ville vers ces communes-là, mais au-delà de ça, c'est la géographie qu'il faut interroger. Est-ce qu'on n'a pas intérêt de raisonner en termes de bassin de vie? Parce que notre politique serait mieux menée, me semble-t-il, dans la durée. Michel Bonus, merci Sophie. Oui, Sophie a un peu anticipé ma question. Merci Madame la Ministre. J'ai bien vu votre parcours et dans les quartiers où vous êtes passé, je crois que Fabien le disait tout à l'heure, mais on a un parcours un peu dans les quartiers difficiles. Vous avez parlé d'acteurs de terrain et de zonage et vous avez parlé de date. J'ai entendu le mois de décembre 2023, donc ça veut dire demain. Pour le zonage. Ouais, pour le zonage. Je suis élu du conseil départemental d'un canton où c'est un des plus hauts de France. Aujourd'hui, quand on parle d'acteurs de terrain, il faut anticiper. Personne connaît mieux que les élus les acteurs de terrain. On a grandi avec eux. On a leur antériorité. On a travaillé dans les conseils d'école. On a fait les assemblées nationales. Et ça depuis 25 ans. Aujourd'hui, les préfets, je respecte la fonction, je respecte les hommes ou les femmes qui sont à la tête du département. Il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas les élus, n'oubliez pas les acteurs, n'oubliez pas les enseignants, parce qu'aujourd'hui, ce fléchage-là va être déterminant sur le court, le moyen et le long terme. Ayons des études d'impact et des conséquences de nos décisions aussi, parce que ça peut être bénéfique, comme ça peut être voilà. Et la deuxième chose, c'est, vous avez parlé de zone franche urbaine. Et là aussi, c'est pareil. Anticipons, parce qu'il y a des investissements qui se font dans la ville, notamment le déplacement des commerces, notamment le relogement d'habitants sur le court, le moyen et le long terme. Ne partons pas comme ça, parce que si on ne travaille pas ensemble main dans la main, si on ne crée pas des passerelles, on risque de perdre énormément. Voilà, merci. Alors, comme il reste 2 questions rapides, si Henri Cabanel et Annick Jacquemet veulent vite les poser, de façon à ce que la ministre réponde globalement. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je vais vous parler de citoyenneté. Excusez-moi, je suis arrivé en retard, j'avais un groupe de travail. Sur le service civique, vous avez mis pas mal de moyens. Les objectifs du président de la République étaient d'atteindre 200 000 jeunes. Je pense que l'objectif n'a pas été atteint. Et au-delà de ça, le service civique ne concerne pas suffisamment les jeunes engagés dans les quartiers prioritaires. Il y a un très faible pourcentage de ces jeunes qui s'engagent dans les services civiques. Donc la question est simple. Que pensez-vous faire pour sensibiliser au mieux tous ces jeunes qui sont dans les quartiers difficiles pour s'engager dans le service civique? Parce que si il y a des jeunes qui doivent s'engager dans la citoyenneté à travers le service civique, c'est bien aussi en priorité ces jeunes-là.
Annick Jacquemet, rapidement, et la ministre fera une réponse globale. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'ai vu que vous étiez une femme de terrain très pragmatique et pleine de bon sens. Donc je pense que vous donnerez une réponse à ma question. J'habite dans le département du Doubs, donc proche de Besançon, qui fait partie des 3 villes qui sont retenues pour les forces d'action républicaine, le phare. Donc une question très précise. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place, puisqu'on a bien vu qu'on était retenu, que ce plan doit commencer début 2024, donc c'est demain. Donc voilà, de façon très pratique, comment est-ce que ça va se réaliser? Et puis une deuxième question très courte, mon collègue l'a déjà posée, sur les leviers pour responsabiliser les parents dans les quartiers prioritaires de la ville, et je pense que c'est vraiment aussi fondamental. Oui, je disais la façon de responsabiliser les parents dans les quartiers prioritaires de la ville, vous en avez en partie. Et Madame la Ministre a déjà quand même largement répondu. Donc une réponse globale, Madame la Ministre. Une réponse globale à toutes vos questions. Merci. Merci à toutes pour vos questions. Donc pour vous répondre, 2,5%, évidemment, je sais que c'est pas suffisant, et c'est pour ça que sur quelques cas très spécifiques, j'ai demandé l'autorisation à la Première ministre, c'est-à-dire je prends le risque politique de garder certains quartiers qu'il est impossible en fait de faire sortir, c'est-à-dire que les dégâts seraient tels que moi j'en prendrai la responsabilité, c'est-à-dire je ne peux pas prendre la responsabilité de laisser tomber des territoires pareils. Donc c'est regarder au cas par cas, vraiment, j'en ai 4 qui ne peuvent même pas rentrer dans les 2,5% que j'avais décidé d'allouer. Donc voilà, donc, ça veut dire qu'on pourra se voir juste derrière. Je pense que c'est ouais, mais c'est un risque politique en réalité minime. C'est, vous savez, tordre le cou parfois à quelques réglementations, parce que la réalité, c'est qu'on a décidé de remonter le nombre d'habitants pour des raisons. Enfin, l'INSEE fait très bien le travail. Moi, je ne remets pas ça en cause. En revanche, complètement d'accord sur les bassins de vie. Évidemment que c'est la discussion, je l'avais dit dès mon arrivée, c'est probablement la réflexion qu'on doit avoir sur le zonage. Parce qu'une fois que je disais, je voudrais, avec le ministre de l'Éducation nationale, pouvoir faire correspondre l'éducation prioritaire, donc l'éducation nationale, avec le zonage quartier prioritaire. Une fois que je vous ai dit ça, on sait qu'il y aura encore des écoles orphelines. Sauf que moi, mon but, c'est pas de faire calquer zone sur zone. C'est de dire, je ne veux plus d'école orpheline. Je ne veux plus qu'il y ait une école, quand tu traverses la rue, pour reprendre l'expression, de te dire, ils accueillent un public très difficile, puisque avec toutes les difficultés sociales qui peuvent exister sur Terre, et de l'autre côté, l'école n'obtient aucun moyen. Donc ça, c'est une discussion au cas par cas que j'ai ouverte. Je l'ai dit aux associations d'élus dès mon arrivée, donc on en discutera. Sur les zones franches urbaines. Merci Madame la sénatrice. Monsieur le sénateur, ce que vous dites évidemment est frappé au coin du bon sens. C'est pour ça que une fois qu'on a annoncé, que j'ai annoncé que les zones franches urbaines allaient être continuées sur l'année prochaine, c'est pas uniquement ça que j'ai dit. J'ai dit on va engager une discussion pour essayer de faire quelque chose d'efficient sur le plan de la fiscalité dans nos quartiers prioritaires. Donc c'est pas une discussion que j'ai seule avec moi-même, c'est une discussion que j'ai avec les élus locaux, avec toutes les associations et tous les parlementaires qui ont envie de travailler sur le sujet. Je l'avais annoncé, donc si c'est un sujet chez vous à Toulon, et si c'est quelque chose sur laquelle vous avez envie d'avancer avec moi, ouais, je pense qu'il faut qu'on repense la fiscalité dans nos quartiers prioritaires, mais je le ferai pas seul, puisque comme vous disiez, qui mieux que les élus connaissent leur territoire. Donc moi je m'appuie beaucoup sur les élus. Dès que je décide quelque chose, je consulte et ensemble on prend la circulaire du 31 août de cette année. Je l'ai pas décidé seul, je l'ai travaillé avec Villes et Banlieues, le Conseil national des villes, enfin j'ai consulté tout le monde. Et sur la citoyenneté, oui, le service civique. Alors, je me suis aperçue d'une chose en arrivant à la citoyenneté. Beaucoup de dispositifs et peu en réalité connaissent les dispositifs. Donc on a un énorme problème de faire savoir. Pourquoi je disais, je crois que vous êtes arrivé un petit peu après, dans les contrats de ville,
je veux pouvoir mettre dans les contrats de ville tous les outils citoyenneté qui sont à ma disposition avec les crédits qui vont avec. Donc je pense que c'est pas parce que les jeunes n'ont pas envie de faire un service civique, c'est parce qu'ils sont pas au courant. C'est un énorme problème. Donc je pense qu'à l'ère 2023-2024, je pense qu'on peut être capable. La réalité, c'est que je vais beaucoup m'appuyer sur les associations parce que c'est elles qui connaissent les gens et énormément sur les élus parce qu'ils connaissent leur population beaucoup mieux que nous tous réunis dans cette salle. Donc écoutez, j'espère n'avoir oublié personne. Madame la Présidente, vous me dites? Non, mais je pense que vous avez largement répondu aux questions de l'ensemble de nos collègues. Je vous remercie. Je vous remercie de votre franc-parler. Je vous remercie également de votre dynamisme et j'espère véritablement que la politique de la ville va prendre un nouveau souffle. Merci beaucoup et bonne journée. Demander de reprendre